Mettre les mains dans la terre. Avant, c'était une nécessité. Aujourd'hui, c'est un plaisir. Un loisir même. Pour retrouver une autre notion du temps, celle des saisons. Et transmettre le savoir oublié de nos grands-pères. Ah, j'aime bien ça, son nom. C'est la nouvelle tendance. Avoir son propre potager et déguster sa production, toute fraîche et bio de préférence. Des histoires de potager qui racontent ceux qui les cultivent. Et ils ont tous un point en commun. Ils recherchent le moment magique de l'éclosion d'une petite graine. Quand Françoise se rend à son gymnase du 20e arrondissement de Paris, ce n'est pas pour aller faire sa séance de sport hebdomadaire, mais pour jardiner. Et c'est sur le toit du gymnase que ça se passe. Le rideau se lève sur un jardin potager, perché sur les toits parisiens. 800 mètres carrés de surface où se côtoient petites fleurs des champs et légumes. Françoise gère ce lieu hors norme. Le jardin, conçu il y a 1 an et demi à l'initiative de la mairie de Paris, est encore jeune. Ça demande du temps. Voilà, un jardin, de toute façon, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça met 3 à 4 ans à se mettre en place. Et pas seulement au niveau de ce qui pousse, mais je pense aussi au niveau de l'ambiance qui y règne. Ah, c'est bien, c'est bien. Jean-Paul Colert ne vient jamais les mains vides. Des kilos de compost et des cagettes de semis, mais aussi tous ses diplômes. Il est ingénieur agronome et maître composteur. Bon, maintenant, il faut monter tout ça. C'est ça, quand on est sur un toit. Aujourd'hui, Jean-Paul vient animer un atelier sur une technique de culture en potager fortement inspirée d'une spécialité culinaire italienne. On est là ensemble aujourd'hui pour démarrer une petite séance de lasagne partie. Alors, comment arriver à jardiner, à cultiver, même là où la terre est soit très mauvaise, soit infestée d'herbes et de chiens-dents et de choses comme ça. Le principe de la lasagne, c'est de pouvoir faire un jardin avec, on va dire, les moyens du bord. Allez, zou! Allez, on emmène ça. Non, ça c'est physique. Tout le monde se met au travail. Des habitants du quartier sont là, mais aussi des gens en difficulté sociale. C'est ce que l'on appelle un jardin solidaire. Première étape pour une lasagne réussie, étaler la pâte. Ici du carton afin de neutraliser les mauvaises herbes. Pour Jean-Paul, ce jardin terrasse est le site idéal pour expérimenter des nouvelles techniques de culture en milieu urbain. Quand j'ai découvert cet endroit, j'ai ressenti des ondes très positives. Parce que c'est un des rares lieux dans Paris, à ma connaissance, où on est au-dessus des toits, sans être à 100 mètres, pleine lumière, ce qui est vraiment un cadeau pour les plantes et pour les jardins. Deuxième étape. Alors vous voyez, c'est vraiment l'occasion ou jamais de vider le dépotoir. On étale une couche de déchets organiques. Paille, tonte de gazon, fruits et légumes pourris. C'est de cette superposition de couches de matériaux organiques que vient le nom de lasagne. Ça ressemble à rien au début, c'est normal. À l'autre bout du jardin, certains ne s'intéressent pas trop à l'atelier lasagne. Trop bien. On va écraser ça. Fraises de Paris, 100%. 20e. Paris 20e. Elles sont très bonnes. Daniel est au RSA. Cette activité fait partie de sa réinsertion sociale et professionnelle. Avec son ami Marc, Daniel préfère les haricots à la lasagne. Voilà, nous on aime bien planter des choses qui se mangent parce que c'est du vrai légume bio. C'est tellement cher maintenant, les bons légumes bio. Valérie Navarre est coordinatrice de l'association Jardin de Béton. Pour elle, le jardinage a carrément des vertus thérapeutiques.
C'est une activité qui détend, qui apaise. Donc certaines personnes qui sont très accrochées ici, qui peuvent prendre des antidépresseurs, peuvent diminuer leur traitement, c'est déjà arrivé. C'est vraiment créer du mieux-être pour des personnes qui peuvent revenir de très loin et voilà, qui sont assez isolées en ville. Pendant ce temps, Jean-Paul met la dernière main à sa lasagne. Le compost sur lequel les plantes vont pousser. Alors maintenant, on va planter, parce que c'est pour tout ça. Il y a deux techniques. Soit vous connaissez les plantes, vous savez où les mettre les unes par rapport aux autres. Si vous ne savez pas, on fait le dropping. Le dropping. Là où ça tombe, on plante. Schnack. Tomates, Bink. sauge, laitue et fleurs vivaces sont jetés dans un ordre aléatoire. La technique de la lasagne a pour avantage d'être bon marché et éco-responsable. Poussez, tapotez. Seulement 2 semaines plus tard, pour la fête de la nature, la lasagne s'est transformée en une petite oasis de verdure. Des voisins ou des curieux de passage, aujourd'hui le potager fait le plein. La mairie de Paris a créé une 60aine de jardins urbains de ce genre. Ils sont tous pris d'assaut. Preuve que le potager est maintenant devenu tendance. Et certains citadins n'hésitent pas à partir à la campagne pour s'adonner à leur nouvelle passion. C'est un petit coin de paradis quelque part en Picardie. Un joli lopin de terre qui a reçu le prix très envié du plus beau jardin potager en 2007. 800 mètres carrés, exclusivement réservés à des légumes certifiés BBB. Beau, bio et bon. Celui qui a inventé ce drôle de label, c'est lui, Rodolphe. Il a quitté la ville il y a 9 ans avec femme et enfants pour s'installer à la campagne. Allez, j'attaque par le plus gros au milieu. Au début, Rodolphe n'y connaissait rien en jardinage. Mais à force de lire, d'essayer, d'expérimenter, ce professeur de français a fini par avoir le truc. Je crois qu'on apprend à jardiner avec ses mains, en sentant les choses, avec ses yeux, avec son nez, en sentant la terre. Mais c'est essentiellement par la pratique. Ce jardin lui sert à nourrir toute sa famille. Impossible de connaître le menu à l'avance, Rodolphe ne récolte que les légumes arrivés à maturité. Pour ce soir, il y aura des feuilles d'arroche, une sorte d'épinard. On a l'impression parfois qu'on est des sacrés privilégiés d'avoir pu faire une maison comme ça, d'avoir un jardin comme ça. Mais c'est possible de venir à la campagne, de prendre des terres qui étaient des pâtures et puis de s'installer dessus, puis de les rendre riches, de les rendre agréables à vivre. C'est possible, hein. Faut juste le vouloir. Seul problème cette année, la sécheresse. Rodolphe arrose ses légumes avec l'eau de pluie qu'il récupère tout au long de l'année. Dans la serre, la température atteint des sommets. Heureusement, Rodolphe avait mis en place un système d'arrosage ingénieux. C'est hyper sec ici parce que la serre est très très gourmande en eau. Elle a besoin d'à peu près 200 litres par semaine. Je suis obligé d'utiliser l'arrosage avec parcimonie. Et ce que je fais, c'est que tu vois les pots qui sont enterrés, je raccorde ça sur mes cuves de récupération d'eau de pluie. Et quand il pleut, hop, ça arrose en profondeur. Hein. Sinon, ça s'évapore, ça se condense, etc. Ça, ce sont les petits pois de ce soir. Hein. Ils sont sympas, mes petits pois. Le but ultime de Rodolphe serait d'arriver un jour à l'autonomie, que le potager alimente tous ses repas. C'est bon. Allez, zou. Aujourd'hui, les petits pois seront accompagnés de rhubarbe et de persil. Et là, il y en a un très gros. Pour l'instant, son potager ne remplace pas encore le supermarché. Je ne produis pas mes céréales. Hein. J'ai besoin de farine. On a d'autres besoins alimentaires que l'on satisfait par des achats. L'autonomie, c'est un rêve. Hein. C'est un rêve. Hein. Depuis quelque temps, des poules sont venues seconder les légumes pour atteindre son rêve. Hey. Le potager, c'est le précaré de Rodolphe. Mais en 9 ans, il a réussi à convertir toute la famille aux légumes. Chacun a sa spécialité et son envie. Moi, jardiner, c'est pas mon truc. Et Rodolphe, cuisiner,
elle l'est pas vraiment non plus. Donc chacun a sa tâche. Je pense que c'est un moment aussi où on se pose un petit peu, où on peut être avec les enfants, où voilà, c'est un moment d'échange. On discute, on fait des choses comme ça. C'est pas... c'est différent, c'est facile de parler de l'école avec les enfants, de ce qu'ils font à l'école en préparant à manger. Je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce contexte-là que de le faire autour d'une table en regardant les cahiers et en disant bon alors, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? À bien y réfléchir, leur nouveau mode de vie, ils n'y voient que des avantages. Tout le monde nous vante la nécessité de manger 5 fruits et légumes par jour, sauf qu'au prix des légumes, c'est difficile quand même. Nous, on peut. Et je pense que ceux qui ont un potager le peuvent aussi. Rodolphe est à l'affût de chaque événement de son potager. Aujourd'hui, les premiers petits pois de l'année. Il les aime, ces légumes. Ah, il les aime. Il les photographie et tout, il les prend sous toutes les coutures. Tiens, pousse-toi. C'est joli, hein, les effets de masse. Si tu prends un petit pois, c'est pas super, hein, mais si t'en prends plein d'un seul coup. Si Rodolphe prend un malin plaisir à prendre en photo ses légumes, c'est qu'il tient un blog sur Internet. Je prends ma photo de petits pois, j'enregistre, hein, et j'ai plus qu'à aller sur le blog pour savoir si ça passe bien. Et voilà, la photo du jour est mise, hein, impeccable. Une sorte de journal de bord du potager, dans lequel il répertorie scrupuleusement les récoltes, le temps qu'il y passe, et surtout l'argent qu'il économise. Par exemple, le 28 octobre, j'avais récolté des haricots verts, 1,5 kg de haricots verts. J'avais récolté quelques pommes à couteau, certainement pour manger le soir. J'avais récolté 51 poivrons verts, 1,2 kg de tomates et 1,6 kg de navets. Bah, rien que ça fait un panier qui coûte, je pense, 12 €, 13 € en une journée de récolte comme ça. Et sur l'année, cette année-là, ça donnait à peu près 3 500 € de fruits et légumes en un an. Ça fait 3 SMIC et demi mensuels. Une approche des plus méthodiques, qui prouve qu'avec le potager, la famille a gagné en pouvoir d'achat. Une telle potée de légumes frais et bio, en fait, ça n'a pas de prix. Ah, j'aime bien, ça sent bon. Ça, c'est une potée qui vaut cher. Oui. On allait au restaurant. Non, parce qu'au restaurant, les grands chefs ont des tas de savoir-faire, etc., etc. Mais au niveau de la fraîcheur des légumes, etc., oui, je pense que c'est quelque chose qui vaut cher. Pour Rodolphe, il est hors de question de jeter les épluchures et les légumes abîmés. Ils vont donc être transformés en compost grâce à des vers de terre. Ça va permettre de produire de beaux légumes parce qu'on va les composter. Et ça va produire un amendement, donc quelque chose qui va enrichir le sol et qui va permettre aux plantes de se tenir très bien, de résister aux maladies, etc. Et donc ici, vois-tu, j'ai un vermicompost actif, c'est-à-dire que j'ai des vers de terre qui mangent, c'est des gros gloutons ceux-là, et ils mangent tous les déchets végétaux de la maison. Hop, donc tous les restes, quand ils sont en bonne santé, ils mangent leur poids tous les jours. Donc si on a 1 kg de verre, des Essénias, eh bien ils peuvent manger 1 kg de déchets verts. Tous les déchets doivent retourner à la terre, même ceux de toute la famille. Pour ça, Rodolphe a installé des toilettes sèches. Toutes nos productions, nos excréments, ne tournons pas autour du pot, finissent ici. Et avec de la sciure de bois, et dans 1 an et demi à peu près, ça sera mélangé à du compost ordinaire, et ça retournera dans le jardin, et on aura une boucle. Tout ce qu'on produit, on le gère, et on le gère jusqu'au bout. Rodolphe a dessiné un potager qui est aussi un espace de jeu pour les enfants. Pas seulement un lieu de production, un jardin miroir de sa personnalité. Loup à table! Il ressemble à Rodolphe. Papa ? Ouais, il est structuré sur certains côtés, un petit peu barré dans d'autres. Donc ouais, ça lui ressemble assez bien son potager. Ce sont les premiers petits pois. On profite. Depuis 9 ans, c'est comme si chaque nouveau légume était célébré. Spécifique concernant les petits pois. C'est un régal, Lou, de devoir manger des petits pois. À chaque fois, il y a le premier et le dernier, qui marquent le début de la saison d'un légume, la fin de la saison de ce légume.
Bientôt, ce sera aux tomates, aux courgettes ou encore aux fraises de finir dans leurs assiettes. Une folie des potagers qui fait aussi des émules dans les villes. Depuis 2 ans, les ventes d'accessoires de potager en tout genre ont presque doublé en France. 7h30 du matin sur le marché de Garquinet près de Montparnasse à Paris. Sandrine est la dernière à dresser son stand au bout des allées. Ce qu'elle propose ne se mange pas, mais pousse. Planteur des villes vend tout le matériel pour les citadins en mal de terre. Terreau, graines, semis, contenants et petits outils à des prix très parisiens. Je suis partie aussi de l'idée que je ne vois pas pourquoi on exclurait du rapport à la terre 50% de la population, parce qu'on va bientôt être 50% à être des citadins. Et donc je me suis dit, après tout, il n'y a pas que les gens de la campagne qui peuvent avoir la chance d'avoir un espace pour eux pour planter. Tout pour planter un potager de poche sur son balcon, dans son salon. Sandrine s'est lancée il y a 2 mois et les Parisiennes commencent sérieusement à s'y mettre. Jusqu'à maintenant, j'avais persil, coriandre et thym. Que je garde le persil. J'ai compris que je gardais le persil et je fais thym et fraises. Voilà. Et quand vous aurez des tomates, je ferai tomates côté salon, ce qui sera quand même ce qui sera bien. Parce que je vois ma jardinière toute malheureuse là et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Bon, super. Bonne plantation. Merci beaucoup. De petites plantations, mais avec tous les accessoires qui vont avec, l'addition est vite salée. Donc multiplié par 3, plus 19, égale 50 €, s'il vous plaît. 98,10. Merci madame, bonne plantation. Oui, merci. Pour certaines, le potager citadin est devenu une révélation. Et dis donc, ça y est, il y a des radis là. T'as des radis? Ouais, regarde. Regardez les petits radis. Alors les radis, c'est en graines. Ah, en graines. C'est forcément en pleine terre. Donc ça peut aller avec les salades. Par exemple, si vous avez déjà quelques... Ah oui, j'ai plein de salades. Eh ben voilà. Vous mettez... J'ai plein de salades, mais j'ai pas beaucoup pour la place des radis. Je dois avoir ça. J'ai ça à peu près, vous voyez, ça ira. Ouais, ça ira. Une petite salade, ça fait un repas. Parce que c'est tout petit ce que je plante, mais c'est génial. Du coup, mon mari n'a même pas voulu mettre d'assaisonnement pour vraiment profiter de la saveur de la salade. Alors il mangeait son truc tout sec. Oh là là, c'est trop bon et tout. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est génial. C'est très sympa. Avant, c'était des fleurs. J'ai quoi, des géraniums, des jasmins, des trucs comme ça. Mais j'aime bien au bord des fenêtres, c'est sympa. C'est comme ça, quand on regarde par la fenêtre, ça fait un peu campagne. Alban, Gaspard et Adèle habitent dans le centre de Paris, dans un quartier où chaque mètre carré est précieux. Place maintenant aux travaux pratiques. Et tu viens, Gasparou? Alors toi, tu tiens. Et Adèle, ce qu'elle va faire... Je vais faire couler. Toi, tu fais couler la terre. Alors, attends. Attends, Maloute, vas-y. Alban tient à vivre ces moments avec ses enfants. Un bon terreau bio. Qu'ils aient l'occasion de mettre les mains dans la terre. Surtout que maintenant, ils sont rudement bien équipés. Voilà, on tasse bien. Cet instrument, par exemple, s'appelle une batte à semis. Il sert à tasser la terre avant de semer. Acheté 13 € sur le stand de Sandrine. Voilà. Je vais vous donner un petit peu de graines chacun. Et vous allez les planter dedans comme ça. Vous les plantez un tout petit peu et après vous faites comme ça. Pas trop profond. L'instant magique où les petits Parisiens retrouvent le geste ancestral du semeur. Enfin, plus ou moins ancestral. On essaye de planter je crois que c'est des condiments. Alors, fais voir, attends, fais voir, oui, c'est des condiments annuels. Des petites fleurs comme ça qui se mangent. Je crois qu'il y a aussi un peu de roquettes, des petites choses comme ça. Bon, on verra. Je pense que ce sera plutôt la surprise. Ouais, là, c'est la grande aventure. Là. On le monte? On va au potager. À l'étage, le petit coin de verdure d'Alban. 2 mètres carrés à peine. Mais une surprise de taille les attend. Hop. Regardez, on les avait pas vues celle-là. Des toutes mûres, regardez cette petite. Papa, il y a des fraises déjà. On n'avait pas eu l'idée de regarder. Montre-lui, tiens Gaspard, montre-les fraises. Regarde. Une. L'autre elle est sur le côté là, regarde. Regarde. 2. Ah, elle est bien rouge en plus. Et même 3. Oh là là, 3 fraises. C'est génial, on va attendre qu'elle pousse maintenant, enfin qu'elle soit... Une salade de fruits. Montre-les. Oh là là, mais oui. Ah, ça y est, tu l'as arrachée? Bah alors fais voir, peut-être que tu peux la manger. Elle est bonne? Ouais.
Fais voir. T'as de la terre? Oh mince. Est-ce qu'elle est bonne, la fraise? C'est super. On regarde si on Ici, ce n'est pas tant pour se nourrir, mais plutôt pour apprendre aux enfants d'où viennent les légumes que l'on mange. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils puissent avoir ça dans Paris. Voilà, parce que, bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est ce petit espace. Là, par exemple, les salades, c'était des petites graines. Donc, les enfants se rendaient pas du tout compte ce que ça allait donner, des toutes petites graines comme on a planté dans le pot, là. Et de voir ce que ça donne, bah, c'est quand même, voilà, une satisfaction. Parce qu'on se rend pas trop compte de ce que ça peut donner. Donc, je suis contente qu'ils se rendent compte de ce que la nature peut apporter. Je veux faire jardinier, policier et pompier. Signe des temps, le jardinier a de nouveau la cote. Et des potagers, on peut maintenant en trouver dans des endroits improbables. Pour Yacine, 16 heures, c'est le meilleur moment de la journée. Je vis dans mon jardin. Il vient ici tous les jours. C'est jardin potager, oui. Il y a des courgettes, j'ai des oignons. Il y a ça, c'est des courges. C'est des courges, l'année dernière, on en avait des courges qui faisaient jusqu'à 25 kilos. Hein. Oh oui, des grosses courges, hein. Ça fait beaucoup. Hein. Cette parcelle de 24 mètres carrés, il y passe 2 heures par jour. Ça passe le temps, oui. Le jardin, ça passe le temps, oui. Oh là, oui, ça s'occupe beaucoup, oui. Pensez à quoi quand vous jardinez? Pensez quand j'étais jardinier chez moi, quand j'avais la maison chez moi, à la maison. Voilà. On pense... déjà un jardin? Oui. J'avais la maison, le jardin et tout. Oui. C'était il y a longtemps? Oui, il y a longtemps, ça fait déjà 10 ans. Maintenant, il n'y a plus rien. Le jardin potager de Yacine se trouve au beau milieu du centre de détention de Muret. Il est incarcéré avec 600 autres prisonniers. Tous sont ce que l'on appelle des longues peines, condamnés à passer entre 5 et 30 ans de prison. Il arrive même que certains finissent leur vie ici. Les longues peines ont un statut à part. Entre les différentes activités, ils peuvent aller dans la cour ou dans leur cellule, avec ordinateur mais sans internet et télévision. Yacine ne la regarde pas souvent. Même dans la cellule, il préfère s'occuper de ses plantes. Une plante, ça fait du bien, ça au moins on a quelque chose dans la cellule, au moins on peut sentir une machin comme ça, c'est bon, ça fait plaisir, C'est vous qui avez l'accès de votre cellule? Oui, c'est ma clé, oui. C'est la règle ici? Hein? C'est la règle ici? La règle ici, oui. Nous, on a la clé et eux, le soir, c'est eux qui ont cette clé-là. L'activité potager est réservée aux pensionnaires du pavillon H. Bonjour, ça va? Le pavillon de confiance. Y résident ceux qui ont une bonne conduite depuis des années. Il y a seulement 12 parcelles pour 86 détenus. Et longue peine oblige, les places ne se libèrent pas souvent. Salut. Comment ils vont? Ça va bien? Avec Yacine, Michel fait partie de ces heureux élus. Il est incarcéré depuis 11 ans. Maintenant, leur sujet de conversation tourne souvent autour des légumes. Non, là je vais faire des salades. Les salades et les choux. Ah, tu vas les faire? Et les poireaux. Je vais les semer là. Voilà. Michel vient récolter des radis et une salade pour agrémenter son repas du soir. Je te le dis. L'avantage, c'est qu'on sait ce qu'on mange parce que là, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de produits chimiques. Ah, c'est vraiment du bio de chez bio, là. En prison, les pesticides et les engrais ne sont pas autorisés, par mesure de sécurité. C'est interdit parce que, bon, il y en a certains qu'on ne sait pas trop ce qu'ils en feraient, quoi. Si le gars, le jour où il n'a pas le moral ou des trucs comme ça, il veut s'en servir, c'est pas bon, quoi. Michel peut y faire pousser tout ce qu'il veut, dans la limite de la légalité, précise le règlement. Ça, c'est de la ciboulette. Des herbes, des légumes qu'on ne sert pas au réfectoire et qui ont un goût particulier. Cette année, j'avais fait des fèves et des petits pois, des mange-tout. Bon, des fèves, ça faisait 11 ans que j'en avais pas mangé.
Je vous garantis que c'est appréciable. Et les gens que j'ai donnés, il y en a un qui avait, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas mangé de fèves. Ça lui a fait vraiment plaisir. En plus du plaisir qu'on en retire après de le manger, mais c'est surtout le temps qu'on y passe et l'évasion qu'on a, parce qu'on n'est plus en prison. C'est leur petit moment de liberté. Yacine et Michel sont seuls dans la cour, pas de surveillant en vue, mais c'est trompeur. Vous avez une caméra à 380 degrés là-haut, et vous avez une autre caméra là-bas à 380. Donc même que vous ne voyez pas les surveillants, on est toujours surveillé. Et c'est logique, on est en prison, on n'est pas dans un club med. Pour le directeur du centre de détention, l'activité potager est essentielle pour que les prisonniers ne perdent pas la notion du temps. Indépendamment du rythme de la journée, ça rythme aussi le rythme des saisons. Ça scande aussi le rythme de l'année à Muret. Ce rythme de la nature permet peut-être effectivement de se rapprocher un peu de la réalité. À 18 h, Michel doit remonter en cellule. Sa récolte du jour viendra améliorer le repas des détenus avec qui il partage sa table. C'est le retour en prison là. S'il n'y avait pas la cuisine et des trucs comme ça, c'est l'enfermement. Aujourd'hui, la direction du centre de détention envisage d'étendre les parcelles pour que le temps passe au rythme des saisons, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tous les légumophiles de la planète connaissent cette adresse dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Le restaurant 3 étoiles qui a su remettre les légumes au centre de la table. Et pas seulement comme décoration. Bonjour chef. Le chef s'appelle Alain Passard. Avant lui, les légumes ne faisaient que vulgairement accompagner les plats. Avec Alain Passard, les 100 grammes de l'assiette deviennent le mets principal. Avec toujours un infini respect de l'ordre des saisons. Là, bon, on est donc au mois d'avril. Vous regardez sur les tables de travail, vous ne verrez pas une tomate. Je pense tomate 3 mois par an. Ça dérape si vous mettez l'hiver avec l'été dans la casserole. Mais si vous jouez avec ce que la nature vous offre au moment précis, on s'aperçoit que les accords sont parfaits, tout fonctionne. On n'a même plus besoin de se soucier, je dirais, de la création. La nature le fait pour nous. Ici, le menu n'est jamais établi à l'avance. Ce qui est important, c'est de Alain Passard crée ses plats en fonction du panier du marché. Allez, je vais dire, on va prendre une famille, on va prendre un axe de création qui va être la couleur. On va se dire, on va rester dans les verts. Ce ne sont plus des légumes, mais des couleurs et des saveurs. Un axe de création, je prends le vert. Des verts un petit peu pastel, des verts céladon. Comme un peintre qui joue avec sa palette. Pour la cuisson, très peu d'eau, du beurre salé et de l'huile d'olive. Et comme ça, pour être proche du produit. Alain Passard a abandonné la viande rouge. Trop de sang, trop de violence. Pour les légumes, très peu de gestes, mais des gestes précis. Là, visuellement, c'est... Cette cuisine légumière, elle nous rapproche énormément de la couture. C'est de l'étoffe. On a le sentiment d'être comme les couturiers, on travaille avec les ciseaux. Alain Passard appelle ce plat un chou farci ouvert. Du sur-mesure pour ces deux assiettes. Allez. Et les créations s'enchaînent comme des tableaux. Les découvertes aussi. Un chou-fleur risotto au safran. Pour atteindre cette simplicité sophistiquée, il y a des clients, des habitués. Ah bah très bien. Prêt à débourser jusqu'à 300 € le repas. Une raviolle printanière.
Fleur de sureau. Voilà, fleur de sureau, asperge, ail, céleri branche. Céleri, c'est une, on appelle aussi l'âge de montagne. C'est une variété de céleri sauvage. Mium. Mium, mium, mium. Ce sont des plats uniques, avec ce sentiment de redécouvrir les trésors cachés au fond du potager. Je sais très bien ce que c'est depuis que je suis tout petit, comme tout le monde. Mais cette cuisine, si fine, si extraordinaire, avec des goûts si différents, prononcés, incroyables, qu'on ne connaît pas. Céleri et sureau, je ne connaissais pas, moi. Le sureau dans un bouillon de céleri. Je pense qu'on n'est pas allé au bout du légume et qu'on en est qu'au début, on n'en est qu'au départ et qu'on est au commencement. Et ça, c'est une vraie force parce qu'il invente. Pour atteindre ce raffinement, Alain Passard veut contrôler les légumes de la terre à l'assiette. Il connaît la provenance de chacun d'eux. Et pour lui, l'artiste maudit, l'artiste oublié, c'est le jardinier. Les grands jardiniers, heureux, sont passés à côté. Ce sont des artistes. Créer avec la terre, c'est un art. Je veux faire du légume à grand cru et je veux faire du jardinier le grand métier de demain. Dans 10 ans, on parle de ces garçons et de ces filles, comme on parle aujourd'hui des cuisiniers. C'est un art. Devine en place, marchez. Yep. À 200 km de là, l'un des 3 jardins potagers d'Alain Passard. Allez. Pas l'ombre d'un tracteur en vue, c'est Devine, une percheronne de 12 ans qui est chargée d'aérer la terre, en douceur, yep. Sans malmener le sol. Oui. Ce sont des bêtes qui font entre 6 et 700 kilos. Mais sur un tracteur, c'est surtout les vibrations engendrées par le tracteur qui font que ça tasse le sol. Et plus le sol est meuble, plus le système racinaire peut descendre en profondeur, chercher l'eau, la matière organique. Et quelque part, la plante est mieux ancrée au sol. Et derrière, on a des conditions de culture qui sont quand même plus favorables. Devine en place, marchez. C'est aussi plus de temps parce qu'effectivement on travaille au pas du cheval, mais ça nous permet d'observer plus notre sol et puis d'avoir aucune nuisance olfactive ni sonore, si ce n'est le bruit du sabot. Voilà. Sylvain Picard est le chef jardinier de ces 4 hectares de potager. Il a dessiné cet endroit comme un écosystème. Les parcelles où poussent les légumes, les plantes aromatiques et les fruits rouges sont séparés par des zones de végétation sauvage. Indispensable quand on ne veut pas utiliser des insecticides et des pesticides. Alors les zones tampons, c'est surtout de pouvoir offrir, je dirais, le gîte et le couvert, donc à toute la faune et microfaune qu'il y a dans le jardin. Donc voilà, ce genre de nichoir, ce qu'on appelle en béton de bois, donc imputrescible, principalement utilisé, voilà, par mes mésanges bleus et mésanges charbonnières. Donc ce sont des oiseaux qui vont faire entre 5 et 7 petits par nichée, à raison de 2 nichés par an en moyenne. Donc voilà, toutes les petites chenilles, les petits acariens, etc. qui sont prélevés dans le jardin pour nourrir les petits. Là, on parle plus en grammes, mais en kilos d'insectes qui sont prélevés. Donc encore une fois, il faut partie globalement de cet écosystème. Malgré ce cadre bucolique, le potager, c'est du travail. 5 personnes récoltent chaque mois 2 tonnes de légumes pour le restaurant. On y cultive ici 450 fruits et légumes différents. Ici, ce ne sont pas de banales asperges, mais une nouvelle variété trouvée par Sylvain, avec une saveur mais aussi une couleur différente qui inspireront peut-être la cuisine d'Alain Passard. Il y a 6 variétés différentes là, dans le potager. Donc on a des classiques comme Argenteuil, et puis une nouvelle variété qu'on essaie là, qui s'appelle Jacques Mapourpre, qui est une variété violette, donc toujours dans l'idée de pouvoir approcher un coloris, et puis une nouvelle variété pour répondre aux besoins du restaurant. Les axes de couleurs, c'est le rouge, violet, pourpre, tout ce qui est jaune, orange, le blanc et puis le vert. Donc après, à moi d'aller chercher dans les différentes variétés, justement, ces coloris-là, pour après pouvoir faire des plats sur le thème, par exemple, de la couleur, quoi. Dans la serre, la nature est aussi généreuse avec les choux-fleurs qu'avec les perroquets. Hein. Mickaël et Benoît recherchent les choux-fleurs arrivés à maturité. Ouais, ceux-là, ils ont du goût. Certains ne sont pas sélectionnés. Il faut sans cesse s'adapter à la nature. Il n'y a pas de routine en maraîchage ni en jardinage. On travaille forcément avec le temps
Et puis voilà, on fait avec quoi. Il y a des surprises et puis des réussites et des échecs tous les ans. Ah, c'est jamais les mêmes, mais... La palette du peintre est maintenant prête. Pour réussir à garder la fraîcheur de ses aliments, sans passer par la case frigo, c'est un peu une course contre la montre. Les légumes sont lavés avec un jet d'eau basse pression pour ne pas les agresser. Bah déjà, vu que c'est frais, en termes de qualité gustative, c'est pas des choses qui ont 24, 48, voire au-delà en termes de transport. Et puis nous, on peut se permettre, comme c'est récolté manuellement, donc on a ce luxe de pouvoir laisser, soit en pleine terre, soit sur la branche, un produit qui a besoin d'être 24 ou 48 heures de plus pour être à pleine maturité, quoi. Ces choux-fleurs oranges, violets et verts sont cultivés de façon 100% naturelle, sans produits chimiques ou de synthèse, à partir de semences issues de l'agriculture biologique. Les 110 kilos de légumes récoltés ce matin seront au restaurant d'Alain Passard dans 2 heures. De quoi ravir une centaine de gourmets. Le manger sain fait de plus en plus d'adeptes. Même à Los Angeles, la ville du cinéma et du hamburger. Il faut bien reconnaître que le terrain est plutôt propice au jardinage. Dans ce quartier, toutes les maisons ont un jardin avec une belle pelouse et de jolies fleurs. Le prototype de l'habitation à l'américaine. Le terrain de chasse de Todd, ce sont ces longues avenues peuplées d'espaces verts. Son métier, installer des potagers dans les immenses propriétés hollywoodiennes. Ne dites surtout pas à Todd qu'il est jardinier, lui préfère le terme de fermier. Il y a une différence. Quand les gens parlent de jardinier, ils pensent que notre métier consiste à tondre la pelouse, à désherber à la chaîne, comme à l'usine, à tailler les haies, à entretenir les espaces verts. Nous préférons le terme de fermier. C'est plus en relation avec la nourriture. En fait, je suis un agriculteur urbain. Je fais pousser les légumes dans les jardins. C'est donc local et très frais. Pour Todd, c'est un acte écologique et citoyen. Mais à Los Angeles, inviter des amis à manger les légumes cultivés dans son propre jardin, c'est plutôt un effet de mode. C'est même du dernier chic. Todd a rendez-vous avec une de ses clientes, dans le quartier de Pasadena. Bonjour Lucie. Bonjour Todd. Lucie est propriétaire d'un laboratoire pharmaceutique. Elle a décidé de se lancer dans le potager, mais sans mettre les mains dans la terre, bien sûr. C'est Todd qui a tout installé. Un carré de potager avec carottes, tomates, persil et choux rouges, qui aura coûté 1 500 $ à Lucie. Je suis complètement novice. Je n'y connais rien en légumes et en jardinage. C'est pour ça que j'appelle Todd. J'appelle et je dis « j'ai besoin d'aide ». Après, tout ce que j'ai à faire, c'est de déguster. Todd a aussi eu l'idée de réhabiliter cette ancienne serre à orchidées pour y faire pousser des légumes, plus dans l'air du temps. Mais visiblement, Lucie ne sait pas très bien ce qu'il y a dans ses propres pots. Ça, c'est des aubergines blanches. Mais elles vont ressembler à quoi? Aux aubergines traditionnelles ou aux aubergines japonaises? En fait, la forme se rapproche plus des aubergines traditionnelles. Mais si vous voulez plus de japonaises, on peut inverser. Non, j'aime les deux variétés. C'est juste que les blanches m'intriguaient. Cela peut paraître surprenant, mais malgré son train de vie, la motivation de Lucie est économique. Je veux manger sainement, mais les prix au marché sont tellement chers. Le but étant de consommer des produits cultivés au plus près de chez nous. Nous voulons juste devenir autosuffisants. Je ne sais pas si ce terme est le bon avec une maison comme la nôtre, mais c'est le but. Et Lucie n'est pas la seule à avoir eu cette prise de conscience tardive. Un de nos voisins en bas de la rue a un potager devant sa maison. Et un autre voisin a commencé cette année à planter des légumes dans son jardin. En fait,
tous les gens de la rue ont attrapé le virus. C'est très tendance. La petite visite et la patience de Todd, c'est $60. Elle vient en moyenne une fois par semaine. Ça fait cher l'entretien du potager. Mais les clients de Todd ont presque tous le même profil. Ils ont de l'argent, mais pas de temps. Quand tu plantes une graine dans un jardin, chez un nouveau client, la première question c'est toujours « Quand est-ce qu'on pourra en manger ? Dans 2 semaines, 3 semaines ?» Ah, et moi je leur dis « Dans 2 ou 3 mois plutôt !» Ça leur apprend la patience, ça leur apprend à manger en fonction des saisons. Et finalement, ils sont contents de voir pousser un légume. Même chez lui, après le boulot, Todd s'occupe de son jardin. Il n'en a jamais assez. C'est toute ma vie. Je fais pousser ma propre nourriture et j'aime ça. Todd a de quoi se nourrir. En ce moment, c'est la période des oranges, des citrons et des fraises. Et de plantes exotiques qui ne peuvent pousser que sous le soleil de LA. Cette passion, Todd ne l'a pas toujours eue. Depuis tout petit, sa vie était programmée. Programmée pour marcher droit. En fait, vous n'avez pas toujours été fermier? Non. Seulement depuis 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. Avant, j'avais un autre boulot. J'étais dans les Marines pendant 4 ans. Regardez là, c'est moi. Pour moi, c'était un peu inévitable. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, mon grand-oncle, ils ont tous fait Marines. C'est comme ça que le monde tournait chez nous. Et quand j'étais gosse, je voulais me battre contre tout et contre n'importe quoi. Et puis un jour, j'ai pris conscience que tout ce qui était arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était qu'un vaste mensonge. J'ai vraiment aimé faire partie des Marines, mais je n'avais aucune envie de faire la guerre. Je ne voulais pas encourager la politique de l'armée américaine. Alors je suis parti. Je savais que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Et je suis parti. Aujourd'hui, l'ancien soldat est devenu militant pacifiste. Et son combat écologique pour les potagers dans Los Angeles commence à porter ses fruits. La famille Duffy, c'est son petit moment de bonheur. Salut les filles, comment ça va? Hi Nora, hey there. Hi Chuck, how are you? Les enfants l'adorent. Et Chuck et Jane, les parents, lui ont commandé 4 jardinières. Le potager est devant la maison. Il a remplacé la pelouse. La petite famille s'en occupe tous les jours. La première fois qu'on a entendu parler de ça, ça nous semblait complètement fou. On pensait que les enfants allaient tout piétiner et arracher, que personne ne comprendrait. En fait, on n'a eu aucun problème. Tout le voisinage nous a énormément soutenus. On espère que de plus en plus de gens vont faire pareil. Ce qui est dingue avec ce système, c'est qu'on utilise nettement moins d'eau. Et pourtant, on récolte énormément, c'est incroyable. Todd leur a aussi appris une drôle de méthode pour faire pousser les légumes. Vous êtes prêtes les filles? Bon, c'est le moment de penser très fort à leur croissance. Il faut entrer en communication avec les plantes du côté droit du bac afin de voir si elles poussent plus vite que celles du côté gauche. On ne trouve pas ça dans les manuels d'horticulture. Ok, c'est bon pour ce côté. L'autre côté, on ne lui veut pas de mal. On veut juste lui dire patience. D'accord? Retiens-toi, ne grandis pas trop vite. Et nous verrons si l'énergie de notre esprit aura un impact sur leur croissance. Un engrais pour le moins original. Très californien en fait. Dans la famille Duffy, maman fait l'école aux enfants. Et papa est architecte. Il travaille à domicile. Les légumes autoproduits, cela cadre parfaitement avec leur projet de vie.
C'est tellement plus amusant. Elles récoltent et mangent leur production, à tel point qu'elles en viennent même à refuser les légumes de l'épicerie. On avait cette pelouse devant la maison qui ne servait à rien et on a trouvé la bonne solution. Après 2 ans d'existence, Todd et son entreprise Farmscape en sont presque à une centaine de clients adeptes des potagers. Grâce à l'énergie des légumes, peut-être. Est-ce seulement un effet de mode passager? Ou bien, les Américains sont-ils vraiment en train de changer? Pour le savoir, direction New York. Cette ville de 19 millions d'habitants est toujours en avance par rapport au reste des États-Unis. Depuis quelque temps, une nouvelle tribu a fait son apparition. On les appelle les locavores. Ce sont ceux qui ne consomment que les aliments produits dans la région. Au marché d'Union Square, les producteurs bio du coin sont devenus la coqueluche des New-Yorkais. 2 bottes ou une seule? Ok, $2 s'il vous plaît. Brad est un farmer du New Jersey et il écoule facilement sa production étiquetée locale. C'est un peu la mode en ce moment, c'est devenu fashion. Il y a eu un article dans le New York Times dans lequel on parlait de nous. Ça doit certainement venir de cela. Les gens pensent qu'il est important de soutenir les agriculteurs locaux et de manger des légumes produits tout près d'ici, plutôt que ceux qui viennent de loin. Les New-Yorkais sont dingues des ramps. On en récolte énormément. C'est donc un très bon business. Très très bon business. Ce que Brad appelle ramps, c'est de la cive. Un ancien légume connu sous le nom de ciboule de Saint-Jacques, qui ressemble un peu à l'oignon nouveau en goût. Un aromate un peu oublié, le summum du chic à New York. Laurie Showman vient faire ses courses ici tous les mercredis. Pour cette New-Yorkaise pure souche, manger sain et local est devenu son combat. Les problèmes d'alimentation me concernent depuis toujours, parce que mon père est un agriculteur du New Jersey. Et plus tard, je me suis engagée dans ce qu'on pourrait appeler le mouvement pour la sécurité alimentaire de New York. Les 2/3 des Américains souffrent de problèmes d'obésité. Mais à New York, on en a pris conscience. Sur ce marché, on essaye d'éduquer les consommateurs, de leur apprendre que dans la vie, il y a autre chose que les hamburgers ou les plats surgelés. Nous n'avons pas accès à ça dans les fast-foods ou dans les supermarchés. Les gens commencent à réaliser ce que signifie la nourriture pour eux. Il s'agit de leur santé. C'est aussi leur famille. Sans oublier l'environnement et la communauté. La plupart des produits consommés ici viennent de très loin, d'Arizona, de Californie ou du Mexique. Le bilan carbone est très mauvais. Pour Laurie, il faudrait arriver à produire sur place, ici, à New York. Cette plante a besoin de beaucoup de lumière. Et elle a besoin d'être en terre. Comment la faire pousser à Manhattan? Regardez, combien y a-t-il de buildings ensoleillés autour de nous? La solution se trouve tout là-haut, sur les toits de New York. 3000 hectares de surface plates et ensoleillées. De quoi fournir au moins la moitié des besoins de New York en fruits et légumes. Laurie est directrice du projet Serre Verte. Son potager est sur le toit d'une école de la 93e rue. Un potager laboratoire qui prépare l'agriculture urbaine du 21e siècle. Manuela est la directrice pédagogique du site. Car ce programme est avant tout éducatif, pour sensibiliser les enfants à l'alimentation et à l'art d'un jardin un peu particulier. Un potager qui, incroyable, n'a pas besoin de terre. Ce lieu a été conçu dans un environnement urbain. Nous recherchons des solutions aux problèmes liés à la surpopulation des villes que nos enfants seront amenés à rencontrer dans un futur proche. Celui qui arrive à faire pousser de façon miraculeuse ces plantes n'est pas jardinier, mais ingénieur. Il s'appelle Ted Kaplow. Les légumes poussent hors sol sur un support neutre. C'est l'eau, enrichie en sels minéraux et en nutriments essentiels,
qui subvient aux besoins de la plante. Il n'y a pas de sol, la plante est juste posée là. Les racines baignent directement dans l'eau. La technique n'est pas nouvelle, on appelle ça l'hydroponie. D'habitude, cette méthode dépense beaucoup d'énergie, mais pas ici. Certaines serres hydroponiques sont très gourmandes en électricité pour l'éclairage, qui permet de chauffer les serres en hiver. C'est pourquoi nous n'utilisons pas cette technique pour des questions environnementales. Aux États-Unis, notre énergie vient principalement du charbon. Et cela ne correspond pas à un mode de production qui permette de préserver l'environnement. Donc, nous n'éclairons pas artificiellement. On utilise juste la lumière du soleil. Les plantes poussent toute l'année, même si en hiver, elles poussent moins bien que l'été. Pour gagner de la place, Ted travaille aussi sur un projet qui intéresse la NASA. Un prototype de culture verticale. Ici, des salades. Je pense que dans l'avenir, avec tous ces enfants qui grandissent dans nos villes, ce type de culture va se développer de plus en plus. Le programme Greenhouse prévoit de construire une centaine de serres de ce genre d'ici à 10 ans. Pour les petits New-Yorkais, un légume pousse avec peu d'eau, sans terre, sans nuisibles, et on peut même en contrôler sa croissance. It's fun to plant the stuff and put it in these trays. It's so fun to look at the plants each day, seeing them grow and the color changing, and then you can eat it. So it's like being on a farm, like eating your produce. Dans le futur, il n'y aura peut-être plus besoin de paysans, ni de tracteurs, pour faire pousser des légumes. Spiritual